Messieurs, dames, bienvenue pour cette deuxième partie. Je vais vous demander de vous asseoir parce qu'on a un petit timing à respecter et qu'on a un peu mangé sur la pause. Donc avec efficacité comme tous nos militants du MoDem en sont capables. Asseyons-nous pour reprendre ces discussions et surtout pour pouvoir commencer un temps de restitution de vos travaux. Et les discussions ont été vives, je le sais, elles ont même parfois pris sur la pause. Donc débat, d'abord, bravo pour ça évidemment, et merci d'avoir joué le jeu. On va commencer, alors on va faire dans l'ordre, sauf pour une petite demande de dérogation, car les jeunes démocrates ont des obligations statutaires. Donc on va commencer avec le numérique. Pour vous expliquer la structure de cette deuxième partie, c'est simple. Pour l'instant, on va prendre pendant une demi-heure pour prendre tous vos points. Donc je vais vous demander d'être quand même assez court sur la restitution. L'idée, c'est d'avoir des points forts, des questions fortes et délimitées, pas des discours. Voilà. Ensuite, une demi-heure de ça, puis nos intervenants vont réagir tour à tour, environ 10 minutes, sur les points les plus saillants. Et puis après, on redémarrera le débat en repartant de la salle, en revenant vers vous. Si on a raté des choses qui vous tiennent à cœur, s'il y a de nouvelles choses sur d'autres thèmes qui vous intéressent, on partira comme ça. Donc je vais demander d'abord aux sécurités, et j'apporte le micro, et on va pouvoir commencer. Merci beaucoup. Pardon, pas sécurité numérique. Je me lève. Alors, avec mon groupe, on a travaillé sur l'Europe face aux enjeux du numérique, comme Alice l'a dit. En 1... Ok, je passe devant. Ok. Je peux me mettre juste là. Là. Donc je disais, avec mon groupe, on a travaillé, comme Alice l'a dit, sur l'Europe face aux enjeux du numérique. On a développé notamment un point sur la dépendance aux GAFAM et aussi les géants du numérique asiatiques et à la recherche aussi d'alternatives. Le numérique européen est dominé par des GAFAM, comme j'ai dit, qui contrôlent une grande partie des services utilisés en Europe. Face à cela, l'Union européenne a réagi avec des textes comme l'IA Act ou Digital Services Act pour limiter les abus de position dominante et mieux protéger les citoyens. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'alternative européenne de grande ampleur qui émergent comme les GAFAM ou les géants asiatiques. L'enjeu est donc économique et industriel, et comment on peut vraiment créer notre propre géant du numérique à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, on a développé un autre point qui est la souveraineté numérique, une priorité qui est stratégique. La souveraineté numérique, c'est d'abord la capacité de l'Europe à contrôler ses propres infrastructures et données et technologiques. On a pris l'exemple de TikTok, là où les données des utilisateurs européens peuvent être transférées en Chine, montre que cette souveraineté, que notre souveraineté à l'échelle de l'Union européenne est menacée. Donc on avait aussi comme autre exemple des initiatives qui existent dans un projet notamment franco-allemand du Cloud européen, mais elles peinent à concurrencer des solutions américaines, donc du coup à développer. En 3, former et retenir les talents. Comme vous avez pu voir, en fait, on forme beaucoup d'ingénieurs en France de très bon niveau, mais on peine à les garder et qui vont notamment dans les pays asiatiques ou bien aux États-Unis. Donc en fait, en France, il faudrait travailler l'attractivité pour les garder, sachant que c'est nous qui les formons, et ça coûte beaucoup d'argent à l'État, et au final, c'est pas entre guillemets rentable pour nous. La France, par rapport à ça, Emmanuel Macron avait lancé différentes lois qui a quand même amélioré la situation.
Et la France aussi également a lancé des initiatives comme la French Tech ou le plan France 2030 à l'échelle de l'Union européenne, mais la coordination, elle est quand même insuffisante. En 4, la transition écologique du numérique. Donc on trouvait ça quand même important d'avoir un angle écologique. Le numérique a un impact environnemental fort, notamment avec les data centers qui consomment énormément d'eau ou bien d'électricité. L'UE cherche à promouvoir les infrastructures plus durables, par exemple avec des labels comme Green Cloud ou des obligations de transparence sur l'empreinte carbone des services numériques. Mais cela suppose aussi de réduire les usages de superflu et de penser une vraie sobriété numérique. En 5, l'intelligence artificielle encadrée sans freiner. L'IA est un enjeu majeur, comme on peut voir aujourd'hui. L'Europe peut développer une IA éthique, respectueuse des droits fondamentaux, comme ce n'est pas trop le cas en Chine, où ils vont collecter toutes nos données personnelles. On a eu un texte majeur dans l'Union européenne, qui a été, donc c'est une directive qui a été directement du coup transposée dans notre législation française. Et donc c'est une première mondiale et ils classent les usages de l'IA selon leur niveau de risque avec des règles strictes pour les plus sensibles, donc reconnaissance faciale, justice automatisée, mais ça reste quand même insuffisant et il faudra continuer à légiférer. Il me semble que c'est encore en cours d'analyse à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour ce premier point en 5, donc en 5 points. On va continuer avec démocratie et institutions. Merci beaucoup. Et du coup, là, c'était très efficace. Donc, si on veut prendre le même modèle, c'est parfait. Bravo. Donc, on a travaillé sur démocratie et institutions en 5 points. Alors, en préambule, autour de la table, on a fait un constat, c'est que nous sommes tous des Européens convaincus. Voilà. Ça, c'était important de pouvoir partir d'un point commun. Et on a aussi tous conscience que les propositions et la lecture qu'on va vous faire derrière est empreinte de notre représentation et de nos chemins de représentation franco-français, de la politique française et de l'État-nation français et de sa représentation. Alors, on fait un constat, c'est que la représentation politique européenne est pour le moins pas claire aujourd'hui. Ça nous paraît pas clair et de manière partagée par la population. Et que l'Europe politique, à nos yeux, manque de légitimité et de pouvoir. Alors, les enjeux des propositions qu'on va vous faire derrière, c'est qu'est-ce qu'on est capable de lâcher en tant que pays, en tant que nation française. Ça, c'est une vraie question. C'est la question de la subsidiarité de l'Europe par rapport au pouvoir politique français. Et la question est de clarifier des objectifs qui soient assez clairs. Et puis, dans la méthode, d'accepter d'avoir une méthode des petits pas, sachant qu'il est quand même nécessaire de faire des pas. Hein. Ils sont peut-être petits, mais il faut quand même les faire, quoi. Alors, les propositions pour une meilleure gouvernance. La première serait d'harmoniser l'Europe pour sortir de l'Europe à la carte. Aujourd'hui, on a plein de modalités en fonction des pays, de ceux qui veulent. Le pays le plus caractéristique pour ça, c'était l'Angleterre, à tel point qu'en fait, finalement, ils ont fini par sortir. Et puis, une idée qui a émergé, c'était de dire, aujourd'hui, peut-être qu'il est temps de dire que si on est membre de l'Union européenne, on adopte l'euro, quoi. On adopte l'euro. La question aussi, privilégier alors à 2 niveaux des élections, mais directement pan-européennes, c'est-à-dire d'avoir des scrutins de liste de partis politiques, de listes européennes, constitués dans des partis politiques européens qui ont des représentations et un leader clairement identifié à l'échelle européenne. Pour sortir un petit peu de ce qu'on a qualifié un peu de tambouille politique, qu'on ne comprend pas bien à l'échelle, aujourd'hui, à Alicante, dans la Drôme, on ne comprend pas bien ce qui se passe au Parlement dans les accords entre les partis politiques à l'échelle européenne. Mettre en place l'élection d'un représentant unique. Alors, j'ai délibérément souhaité prendre le terme de représentant et non pas de président. Il a été
Enfin, ça a été l'objet d'une discussion. Alors, il serait doté d'un réel pouvoir de représentation et de négociation, et surtout, la volonté, c'est qu'il soit élu au suffrage universel, direct. Et enfin, défendre la notion du territoire européen. Et ce qui a été sous-jacent là-dedans, c'était le sous-sol européen, ses ressources. Privilégier l'exploitation des ressources par des entités européennes. Alors, en conclusion, nous, on considère qu'on ne peut pas opposer État-nation et fédéralisme européen. C'est un débat qui n'est pas forcément légitime, et que nous sommes favorables à l'idée de Victor Hugo, qui est celle des États-Unis d'Europe. Merci beaucoup. Le prochain, c'est la défense. Groupe défense, parfait. 3 minutes maximum, merci beaucoup. Merci beaucoup, et merci d'abord donc aux collègues qui étaient également dans le groupe sur la défense. On a eu une réflexion que je peux restituer en deux parties. D'abord, pourquoi cet enjeu de la défense, et ensuite, comment s'y prendre, et quelles sont peut-être les propositions. Sur le pourquoi, il y avait un consensus immédiat entre nous pour souligner que le sujet de la défense est un enjeu à la fois important et absolument urgent. Pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a cette déflagration depuis le 24 février 2022 en Ukraine, avec le retour de la guerre de haute intensité sur notre continent. Deuxièmement, parce que cette guerre, elle ne se limite pas en Ukraine. Il y a d'ores et déjà, ailleurs sur le continent européen, des formes d'agression hybrides qui partent toutes de la volonté impérialiste russe, que ce soit des attaques dans le cyberespace. Vous avez chaque semaine en Europe des hôpitaux qui sont visés, dont les systèmes informatiques sont déstabilisés par des attaques cyber venant de la région de Saint-Pétersbourg, parce que des câbles sous-marins importants pour les communications Internet sont coupés, parce que des personnalités comme le PDG de Rheinmetall en Allemagne sont visées par des tentatives d'assassinat. Donc il y a d'ores et déjà des formes hybrides d'agression contre l'Union européenne. Et le troisième facteur qui souligne l'urgence et l'importance de cet enjeu, c'est l'élection aux États-Unis de Donald Trump et donc l'affaiblissement du lien transatlantique, la remise en cause de l'alliance de l'OTAN, l'inquiétude sur le déclenchement de l'article 5 qui voudrait normalement une solidarité sécuritaire totale entre les États membres de l'OTAN, et on n'est pas certain aujourd'hui que les États-Unis respecteraient l'engagement qu'ils ont pris. Et donc il s'agit en fait de rattraper le plantage de la CED en 1954, la Communauté européenne de défense. Ça y est, on y est. Il faut maintenant être à la hauteur de la responsabilité du moment et renverser ce paradoxe qui veut que 450 millions d'Européens aient eu besoin jusqu'à présent de 340 millions d'Américains pour se défendre aujourd'hui contre 140 millions de Russes qui n'arrivent pas à soumettre 40 millions d'Ukrainiens. C'est ça le paradoxe qu'il faut qu'on renverse. Alors comment s'y prendre ? On a eu évidemment la réflexion sur faut-il aller vers une armée commune ou faut-il au contraire se contenter de renforcer une alliance entre nous ? Et c'est quand même cette seconde branche d'alternative qui emporte l'adhésion, d'abord parce qu'il y a une différence de calendrier, il y a une urgence absolue, il faut agir aujourd'hui pour renforcer notre défense, aussi parce que des acteurs importants en matière de défense ne sont pas dans l'Union européenne. On pense évidemment à la Grande-Bretagne, on pense bien sûr à l'Ukraine, qui aujourd'hui représente la principale force aguerrie dans l'espace européen. Se pose aussi la question de la Turquie, qui est un allié assez particulier. Cette alliance, elle a deux composantes. Il y en a une qui, nous, Français, nous intéresse en particulier, qui est la dissuasion nucléaire. Et il semble inconcevable à brève échéance que les règles d'engagement évoluent. Par contre, c'est vrai que la France considère d'ores et déjà que parmi ses intérêts vitaux, il y a le sort réservé à certains partenaires importants comme l'Allemagne. Il y a d'autre part la dissuasion conventionnelle, et c'est ça en fait qui est l'enjeu aujourd'hui. La guerre de retour à nos portes, c'est une guerre conventionnelle, et il faut pour la contrer des moyens conventionnels. Et donc ça implique deux choses. D'une part, un rattrapage budgétaire. On a vécu depuis 1989 avec les dividendes de la paix,
Il faut accepter aujourd'hui de remettre les budgets nécessaires. Et là, l'Union fait la force, et c'est là où l'Union européenne trouve toute sa pertinence. Il faut accepter un emprunt commun, comme on l'avait fait pour la première fois dans l'histoire de l'UE au moment du Covid. C'est la force de l'Union qui permet d'emprunter à bien meilleur taux. Et il faut remettre les moyens, à la fois pour gagner en capacité, mais aussi pour être capable de financer des innovations. Et c'est mon dernier point. De conclure, parfait. C'est mon dernier point. Tout cet argent doit servir non pas à acheter des matériels américains ou coréens, mais à reconstituer une base industrielle et technologique de défense ici en Europe. Et je finis avec un dernier point, qui est que toute cette question, elle n'est pas simplement budgétaire, elle n'est pas seulement militaire, elle n'est pas seulement de défense. Il y a aussi une vraie question sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être une démocratie. Poutine fait le pari depuis sa prise de pouvoir en 2000 que les démocraties sont faibles, que les démocraties ne se défendent pas. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est la capacité à démontrer que non, nos démocraties ne sont pas faibles, elles savent se défendre. Merci. Merci beaucoup. Le prochain, c'est sécurité. Sécurité ou... Non, on l'a déjà fait. Ok, pardon, c'est moi. Tout va bien. Ah oui, voilà, c'est ça, sécurité. Ah ben voilà, parfait. Donc c'est pas moi. Je vais juste demander, la qualité de vos interventions n'est pas du tout à remettre en cause, mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer et je ne veux frustrer personne. Donc essayons de tenir 3 minutes maximum chacun. Moi, ce sera moi. Eh ben, parfait. Ça me permet de rattraper. Merci. Allô. Donc nous, on a le thème de la sécurité en Europe. Donc du coup, moi j'ai défini un peu la sécurité qui est un état d'esprit confiant et tranquille et de se sentir à l'abri du danger. Donc je ramène ça au niveau européen. Donc j'ai vu que l'Europe s'était dotée d'un organisme de sécurité qui est l'OSCE, organisme de sécurité et de coopération européenne, qui a été mis en place en 1995. Et pour moi, pour arriver à cette sécurité européenne, il faudrait des renforcements au niveau des coopérations pour pouvoir lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée telle que le narcotrafic, lutter contre le terrorisme et la radicalisation. Et donc cette radicalisation devait se faire par rapport à l'éducation de base, dans nos écoles, dans nos institutions. Et pour renforcer la communication entre les États, pour aussi lutter contre la cybercriminalité, c'est moi qui ai noté, je ne sais même plus ce que j'ai noté, entre les États. Du coup, hier, on a entendu parler de la cybercriminalité au niveau des hôpitaux, par exemple, et des banques, des PME. De plus en plus, on vit ça pas mal dans nos institutions et dans nos familles. C'est vrai que j'ai vécu le cas avec une attaque. Alors, quoi d'autre? Aujourd'hui, on voit que le numérique a pris une importance aussi dans nos sociétés. Donc, du coup, il faudrait une maîtrise primordiale. Donc, pour cela, il faudrait une sensibilisation à la sécurité des outils numériques. Et travaillant à l'hôpital, on travaille beaucoup là-dessus par rapport aux agents qui se connectent n'importe comment sur leurs ordinateurs pour amener une sécurité, pour qu'on soit sensible à cela. Au niveau de la sécurité, j'ai parlé également de l'immigration. Donc, c'est le renforcement des frontières. Et pour pouvoir renforcer ces frontières, il faudrait beaucoup de coopération entre les États. Et donc, pour moi, l'Europe s'est dotée tout dernièrement, le 14 mai 2024, du pacte sur la migration et l'asile. Donc, renforcer les luttes contre les trafiquants d'êtres humains. Aider les pays d'où viennent les migrants à se développer économiquement pour pouvoir baisser les départs. Aider les pays frontaliers méditerranéens à faire barrière pour baisser les traversées. En conclusion, la sécurité européenne se retrouve dans un ensemble de thèmes à gérer, donc le numérique pour la sécurité, l'éducation et l'immigration pour donc renforcer les frontières. Merci beaucoup. Élargissement. Ah, il était prêt. Pareil, 3 minutes. Et je n'ai pas demandé avant, mais n'hésitez pas à vous présenter juste avant.
Donc bonjour à tous, je m'appelle Gaspard et on était 3 dans le groupe élargissement, donc ça nous a permis d'avoir de beaucoup prendre la parole et donc d'évoquer plein de sujets, donc ça va être un peu morcelé, mais on a évoqué plein de choses, donc voilà. Donc tout d'abord, on s'est posé la question des critères. L'Union européenne, elle a défini des critères pour l'élargissement. Quels sont selon nous les critères qui sont importants? Le premier, c'est que le pays soit demandeur d'entrer dans l'Union européenne. Ça paraît un peu évident, mais il faut le dire, on ne va pas faire rentrer des pays de force. Ensuite, on s'est posé la question de la continuité territoriale. Donc on n'était pas tous d'accord, mais néanmoins c'est une question à se poser. Est-ce que le pays doit être frontalier à l'Union européenne ou est-ce qu'il doit juste être culturellement associé à l'Union européenne? On s'est également posé la question des territoires ultramarins. Est-ce que ça fait sens d'avoir des pays qui sont à des kilomètres du continent européen, mais de ne pas accepter des pays qui sont aussi à des kilomètres, mais qui ne sont pas des territoires ultramarins? Et enfin, de respecter l'état de droit, la démocratie et donc nos valeurs européennes. On s'est ensuite penché, c'est mon deuxième point, sur certaines situations particulières. Donc notamment le cas de la Turquie qui, vous le savez, a été... on lui a donné le statut de pays candidat et aujourd'hui la Turquie est dans une dérive nationaliste, ultra-religieuse. On s'est posé la question si la Turquie avait été intégrée plus fortement dans l'Union européenne, aurait-elle subi cette dérive ou est-ce que l'Union européenne permet justement d'aider les pays à garder leur ligne démocratique? On s'est posé la question des États nouveaux aussi, des États qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourraient être amenés à exister plus tard, donc comme l'Écosse, qui pourrait avoir cette volonté européenne, ou peut-être des territoires qui sont déjà dans l'Union européenne mais qui seront indépendants plus tard. On a pensé à la Catalogne. Donc ce genre d'État aurait aussi vocation à rentrer dans l'Union européenne. Mon troisième point, c'est que si on élargit encore, il va falloir se poser des questions structurelles sur nos institutions. Donc notamment le droit de veto qui est déjà difficile à 27, il le sera encore plus si on est plus nombreux. Également dans les réformes structurelles, l'élargissement ne doit pas nous empêcher de faire de l'approfondissement, parce que c'est aussi très important d'aller plus loin. Mon troisième point, c'est le désélargissement. Il y a des pays, il y a un pays qui est sorti de l'Union européenne. Est-ce que d'autres pays voudraient en sortir? Si tel est le cas, ils doivent être accompagnés, ils doivent pouvoir le faire. Et certains pays doivent-ils être exclus de l'Union européenne? C'est une question qui s'est posée par rapport à la Hongrie. Est-ce qu'on doit faire rentrer, sortir continuellement des pays? Ou est-ce qu'on doit se dire que les fluctuations politiques ne doivent pas impacter l'engagement européen d'un pays? Aujourd'hui, le Premier ministre de la Hongrie, c'est Viktor Orban. Peut-être que demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et mon dernier point, c'est une idée d'amélioration à laquelle on a réfléchi. Ce serait l'idée d'un sas, d'entrée dans l'Union européenne, un statut qui permettrait à un État... donc c'est le statut en fait, de pays candidat, mais néanmoins, il y a différents pays qui pourront en bénéficier. Déjà, les pays qui souhaitent rentrer, donc les pays candidats, mais aussi des pays qui ne souhaitent pas forcément aller plus loin. C'est comme on a évoqué l'idée de la Norvège, de la Suisse, qui ont déjà une coopération accrue avec l'Union européenne, mais qui ne souhaitent pas forcément intégrer... Pardon, non, juste voilà, finis ta phrase, mais pardon, c'est juste voilà, que... Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci. Je suis navrée encore une fois, mais comme certains de nos intervenants doivent nous quitter un peu plus tôt après, ce serait dommage de ne pas pouvoir réagir sur tout. Modèle économique, s'il vous plaît. Génial. Alors bonjour, je m'appelle Isaac Diawara. Alors moi j'avais travaillé sur le modèle économique. On a été dans un groupe avec plusieurs personnes. Alors on a réussi à parler du modèle économique en 5 points. Premier point, on a parlé de favoriser la production européenne. On a vu que d'énormes puissances, comme par exemple la Chine, qui produisait énormément par exemple, tout ce qui touchait au textile, donc tout ce qui est habits, etc. Et on pensait à surtout, par exemple, le faire en Europe, et pour pas que la fast fashion, qui arrive très, très fortement, n'impacte pas
trop l'Europe et que, par exemple, on avait pris l'exemple pendant la Coupe du Monde. En 2018, quand la France a gagné, tout le monde voulait un maillot de la France avec deux étoiles. On a dû attendre 2 mois, en septembre, pour l'avoir. Ça aurait été dommage, parce que si on aurait demandé au Portugal de produire, sûrement qu'en 8 jours, tout le monde aurait pu l'avoir. Et ça aurait été super pour nos outfits d'été. Favoriser la qualité plutôt que la quantité. On sait qu'il y a énormément de gaspillage. Beaucoup de personnes mettent, par exemple, des t-shirts qu'ils portent à peine moins de 3 mois pour ensuite les jeter. On ne pense pas que ça soit la meilleure des choses. Donc, peut-être acheter des vêtements un tout petit peu plus chers, mais qui peuvent durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Le 3e point, c'est favoriser l'empreinte face à la frilosité des banques. Beaucoup d'entreprises ont de gros projets, mais n'arrivent pas à se faire financer parce que les banques ne croient pas réellement en leur projet. Donc, éviter ce froid entre l'emprunt bancaire et les entreprises pour peut-être amener beaucoup plus d'entrepreneurs et d'entreprises à fructuer. Le 4e point, c'était la richesse du recyclage. On sait, comme je l'ai dit précédemment, on gaspille énormément. Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser ces déchets? On sait que, par exemple, nos déchetteries sont des mines d'or. On pourrait très sûrement les utiliser d'une bonne manière. Et pour terminer, la bureaucratie. On sait tous que c'est très compliqué. Par exemple, une des personnes qui était dans notre groupe a créé une école primaire et maternelle, et cette école était dans une médiathèque. Le souci, c'était que, parce que c'était une école maternelle, ils devaient mettre des prises à plus de 1,5 mètre du sol. Le problème, c'est que les médiathèques publiques, qui accueillent beaucoup de personnes, doivent être assez bas pour que les personnes puissent pouvoir l'accrocher, brancher leur téléphone. Ça posait un gros problème, parce que du coup, soit il était hors la loi, parce que si elle était à plus de 80 cm du sol, ça aurait posé problème, et s'il était à moins, il aurait eu des problèmes avec l'école maternelle. Soit il construisait 3 écoles maternelles, ou alors, on aurait pu un petit peu arranger ça. Donc, un petit peu améliorer cette bureaucratie qui est assez compliquée. Et voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Génial, merci beaucoup. Alors, les suivants, c'est modèle social. Je demandais d'être un petit peu courte, je suis désolée. Bonjour, Hélène, moi je suis de Savoie. On était 5 dans notre petit groupe sur le modèle social. On a dit que le modèle social, les questions sociales, c'était un sujet qui était au cœur de l'avenir de l'Union européenne parce que ça touche chaque citoyen. On est tous concernés par les questions sociales. Donc notre première demande, ce serait d'avoir accessible pour chaque citoyen un état des lieux des questions sociales dans chacun des pays de l'Union européenne. Donc une entrée plus factuelle en fait, pour mieux se connaître et pour que les informations circulent. On s'est aperçu, quand on a discuté des retraites en France, on a donné des chiffres sur l'âge, par exemple, de retraite, mais en fait, on s'est dit, mais ça correspond à quoi, en fait? On a un chiffre qui ne reflète pas l'ensemble de la question que ça pose derrière. Alors, le modèle social européen par rapport au modèle français, c'est quoi? L'idée, ce serait de redéfinir les valeurs communes ou non pour aller vers une harmonisation, mais surtout plus de partage de nos valeurs communes, justement, nos valeurs qui sont déjà communes. Au moins les partager, les connaître et les partager. Le développement du dialogue social via les corps intermédiaires pour des négociations qui sont plus proches du terrain, plus proches de la réalité de chacune des situations. Alors, quand on a parlé de ces questions, on s'est dit,
quels sont l'ensemble des questions. Qu'est-ce que ça regroupe pour nous, le modèle social? On a 3 axes qui ont alimenté nos échanges. La question de la santé, la prévention, l'alimentation et les questions de l'environnement, la pollution, etc., qui impactent la santé, les questions qui impactent notre santé, avec derrière le financement de tout ça, la mutualisation. Est-ce que c'est un financement individuel, comme dans certains pays, un financement collectif, un financement public? Voilà, les questions de la santé, c'est large, mais ça concerne chaque citoyen. Les questions ensuite de l'activité, l'emploi, qu'est-ce qui contribue au bien vivre? Donc l'emploi, le logement, le niveau de vie, avec les questions de précarité des pays ou à l'intérieur de chaque pays, plus ou moins de précarité. Donc la question autour de l'activité, de l'emploi et également le logement. Et puis la question de la ligne de vie, ce que j'appelle la ligne de vie, c'est la natalité, éducation, vieillissement. On a dans tous nos pays de l'Union européenne une natalité qui est en baisse, je dirais même peut-être en berne. Et donc forcément la question du vieillissement qui vient derrière. Donc ça, c'est une question qui est a priori relativement commune aux différents pays qui composent l'Union européenne. Alors, je vais devoir vous arrêter là, sauf si vous avez une phrase de conclusion. Le modèle social français n'est pas forcément le bon modèle pour l'Union européenne, parce que voilà, nous on est peut-être en avance sur certaines choses, mais pas. Mais l'Union européenne doit donner une direction, un cap, mais chaque État doit pouvoir, avec ses informations partagées, être éclairé par ces données pour avancer comme il peut, mais sans être mis à l'index. Parce que nos valeurs communes, paix, solidarité et démocratie, c'est quand même des choses que nous partageons. Et juste pour conclure, nous sommes percutés actuellement par les questions des migrations, qui ont été quand même au cœur de la campagne électorale des européennes, mais qui sont liées aux questions climatiques, donc pollution, eau, énergie. Et donc, en conclusion, le modèle social demande une vision systémique qui englobe ces points, les différents points qu'on vient d'évoquer. Et au niveau de l'Europe, on souhaite que ça reste centré sur nos valeurs communes. Voilà. Merci beaucoup. Les suivants, c'est Énergie. Énergie, un groupe qui a été dynamique, comme tous les autres. Alors moi, du coup, c'est Alexandre Bazillac. Oui, il a été super dynamique. Et je vais essayer de résumer en 3 minutes les questions énergétiques. Ça va pas être évident. Alors on est déjà tous d'accord pour dire qu'il nous faut une politique énergétique européenne puissante. On n'a pas le choix. Et nous, notre premier point sur lequel on a débattu, c'est qu'il faut qu'on ait une autonomie. Et l'autonomie énergétique, ça passe par tout simplement réouvrir des mines. En Europe, on a des ressources en Europe qu'on n'exploite pas, parce qu'on dépend beaucoup trop des pays type la Chine, l'Inde ou autres. Et si demain, on veut essayer d'être en sorte de beaucoup plus souverain, beaucoup plus autonome, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on puisse se le recréer en Europe. Ça, c'était le premier point. Ça, évidemment, d'un point de vue social, c'est un peu différent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des choses dans notre territoire Non. Pourquoi est-ce qu'on offrait des choses qui sont ailleurs alors qu'on ne voudrait pas que ça soit dans notre territoire? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut soutenir les savoir-faire français. On manque de main-d'œuvre sur toutes ces questions techniques. On l'a très bien vu avec le cas de la corrosion sur les centrales nucléaires à EDF. On s'est retrouvé à un moment où on n'avait plus du tout de main-d'œuvre spécialiste du sujet. On a dû en importer de tout le monde entier. Et résultat, EDF, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une école où le but, c'est de former pendant 10 ans en fait, tous les soudeurs pour le parc nucléaire français, pour justement pallier à ça. Donc déjà, recréer vraiment d'un point de vue formation, qu'on soit assez opérationnel sur ce sujet-là. On doit aider aussi et sauver les entreprises énergétiques. Donc quand je parle de ça, il faut vraiment que l'Europe prenne le sujet haut la main. Et avec les concurrences malheureusement des Chinois ou des autres pays, on n'est pas au point du tout sur tout ce qui est les entreprises de panneaux solaires photovoltaïques, les entreprises sur les productions d'éoliennes, les entreprises sur le recyclage des batteries. On sait que la concurrence, elle est rude, mais il faut que l'Europe puisse se saisir du sujet, il faut que l'Europe puisse vraiment aider ces entreprises. On en a encore vu là récemment, il y a une entreprise en Suède qui a fermé parce que tout simplement, elle ne pouvait plus espérer de vivre face à la concurrence chinoise. Donc encore une fois, l'Europe doit vraiment se saisir de ces sujets-là. Je vais parler rapidement de l'interconnexion. Voilà, donc on produit l'électricité circule sur un réseau, et à la fin, on utilise cette électricité. Sauf que si demain, elle ne peut plus circuler,
là derrière, on ne pourra plus l'utiliser, c'est tout simple. Donc il faut vraiment maîtriser notre interconnexion européenne. On l'a bien vu notamment avec le cas de l'Espagne. Si la France n'était pas venue en aide à l'Espagne, ça aurait été un gros blackout, ça aurait été un gros problème pour l'Espagne et le Portugal. Donc déjà, c'est renforcer notre réseau électrique, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus puissant, parce qu'on le sait très bien, si demain on fait des politiques de voilà, on veut tout électrifier, c'est très bien. Sauf que si derrière notre réseau électrique il n'est pas en point, on peut toujours continuer à électriser, on va augmenter la production, c'est bien beau, mais en fait derrière on ne pourra plus rien faire avec notre réseau électrique. Donc c'est vraiment écouter notamment les cas d'RTE ou toutes les autres entreprises qui travaillent sur le sujet. Ils disent clairement qu'il faut investir dans les réseaux électriques, ne serait-ce que pour faire en sorte que on puisse faire circuler l'électricité pour demain, parce que tout fonctionne à l'électricité, on est bien d'accord. Ensuite, assumer qu'on a une entreprise qui est puissante qui s'appelle EDF. On a un cas tout bête avec notre député Philippe Bolo qui actuellement est en train de travailler sur un rapport sur les concessions hydroélectriques. Petit rapide, les concessions hydroélectriques, si jamais là en ce moment on est en train de renouveler les contrats d'exploitation sur ces barrages hydroélectriques, sauf qu'on est obligé, les gros barrages, on est obligé de les mettre en concurrence, ces contrats. C'est-à-dire que EDF ne peut plus racheter, ne peut plus reprendre l'exploitation, il est obligé de le mettre à la concurrence. Sauf que derrière, ça veut dire que EDF, vu qu'il potentiellement il va perdre le contrat, il va les céder à d'autres entreprises. Et du coup, en fait, ça crée une énorme faille sur l'énergie produite hydrauliquement. Donc là, il est en train de rendre un rapport cette semaine, justement, pour dire, en gros, non, la France, il faut que nous, on assume pour que EDF puisse reprendre ses concessions hydroélectriques. Et ça fait plus de 20 ans qu'on parle du sujet. Je vais essayer d'être rapide. L'hydrogène, il faut arrêter d'idéaliser aussi l'hydrogène. L'hydrogène demande énormément de consommation d'électricité. Donc d'abord, on s'occupe de notre réseau électrique. L'hydrogène, c'est très bien pour le côté industriel. Voilà, ça c'est vraiment là-dessus, voilà, pour rendre un peu plus souvent le côté industriel. Ne pas surtout pas confronter les énergies. Toute énergie est bonne à prendre, que ce soit pour tout ce qui est les techniques de production d'électricité et les techniques aussi de chaleur renouvelable. On doit tout prendre en compte, et le premier spécialiste qui vous dit non, moi je suis pro-nucléaire, enfin 100% nucléaire ou 100% électricité renouvelable, il n'est pas fiable, je vous le dis. Ensuite, voilà, dernier point, je vais conclure. Les choix politiques, on doit arrêter que les choix politiques doivent guider notre politique énergétique. Ça fait trop longtemps que c'est le cas, ça s'est bien vu sur tous les projets de recherche notamment. En Allemagne, malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Résultat, d'un point de vue énergétique, en fait, on est extrêmement dépendant des autres pays. On l'a bien vu en 2022 avec l'augmentation du prix russe, du prix du gaz russe, par exemple. Ça, c'est un gros point. On doit rester du côté technique sur ces questions-là, même si c'est compliqué. Et dernier point, on va vraiment mettre l'accent sur la recherche pour conclure. La recherche, pourquoi? Donc notamment sur la fusion nucléaire et sur toute la recherche au niveau des batteries, etc. Un tout petit point sur la fusion nucléaire, on parle d'Union européenne. La fusion nucléaire, c'est l'Union européenne finance à 45% le projet ITER qui est en France, et les autres pays qui le composent, c'est la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis. Tous ces pays se sont mis d'accord pour investir sur un même projet qui est principalement porté par l'Union européenne. Donc ça montre en fait que l'énergie, c'est vraiment un sujet qui peut rassembler tout le monde, et c'est un des sujets les plus importants, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, alimentation et état de droit. Je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, parce que c'était un groupe à 2 personnes qui ont décidé de prendre 2 thèmes de manière assez courageuse. Donc, comme vous le souhaitez. Allez-y, je vous en prie. Oui, alors Alix, donc nous avons traité 2 sujets à 2, donc ça va être assez rapide, c'est très généraliste. Donc moi j'ai pris je reporte le sujet alimentation. Donc je le fais sous forme de questions, avec 3 questions. D'abord une question de souveraineté alimentaire. L'Europe est-elle souveraine en matière alimentaire et produit-elle suffisamment pour nourrir tous les Européens de tous les pays? Deuxième question qui pose plus sur la partie qualité. On sait les problèmes qui sont posés par des déséquilibres alimentaires. Donc, quels sont les travaux de l'Europe au niveau de ces problèmes de déséquilibre alimentaire? Est-ce que, si ces travaux existent, quelles sont les parties prenantes qui pourraient être intéressées par ces travaux alimentaires? Existe-t-il quelque chose à ce sujet? Et en particulier, joindre la santé, la production, peut-être les familles, la restauration collective ou d'autres parties qui pourraient être prenantes sur la qualité de l'assiette alimentaire, sans que cela nous empêche de manger. Moi, je suis de l'Aveyron, du Roquefort.
de la viande d'Aubrac, du veau d'Aveyron, etc. Il paraît que c'est très mauvais, mais enfin bon. Et troisième question, comment se fait la communication, si ces travaux existent, pour que cela arrive jusque chez le consommateur, qui est celui qui décide de ce qu'il achète et qui, par conséquence, va décider de ce qui est produit ou de ce qui est acheté à l'extérieur. Voilà mes 3 questions. Merci. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à l'état de droit, du coup, qui était la deuxième personne du groupe. Comme ça, vous pouvez faire passage de micro. Merci beaucoup. Donc, Sébastien Coulen, je vais être assez rapide. Donc, sur l'état de droit, donc pour l'exercice, donc nous allons considérer que l'Union européenne est un État. Donc, l'état de droit s'applique à 2 niveaux. Donc, pour les citoyens, donc c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui est compétente. Et pour les États, donc c'est le Conseil européen qui, à l'unanimité, peut sanctionner par exemple un État membre, à savoir que c'est très difficile à appliquer, donc par exemple avec la Hongrie. Donc l'état de droit donc, sert à supprimer l'arbitraire, garantit les libertés, et donc une petite question, c'est que mettre en place pour que l'état de droit soit résilient. Merci beaucoup, simple et efficace. On va passer tout de suite à climat. Climat. Merci beaucoup. Alors, Virginia, je suis en Isère. Avant, j'étais dans l'Hérault. En fait, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on considérait dans le climat, qu'est-ce qu'on mettait dedans, de quoi on parlait, de quoi on voulait parler et qu'est-ce qu'on souhaitait développer. Donc, je vais être plutôt factuelle. J'ai noté les points qu'on a discutés ensemble. Donc, premier point, climat et développement raisonné des territoires. Et dedans, on a mis, par exemple, il faudrait repenser la politique agricole selon les territoires, la cohérence construction, habitation, bâtiment d'habitation et industrie, parce que c'est vrai qu'il de nos jours, on voit qu'il y a des points d'ancrage qui réconcentrent le tout d'activité et il y a des territoires qui sont complètement vides. Donc il faudrait repenser un petit peu tout ça, comme on faisait dans le temps, on n'invente rien en fait. Redonner une priorité à la gestion de l'eau par les pouvoirs publics et non les industriels, parce qu'il y a de plus en plus de barrages qui sont passés au niveau privé. Ça fait des années que ça dure, donc c'est peut-être pas une bonne idée finalement. Deuxième point, climat et l'homme, parce qu'il y a une incidence de l'homme dans le climat. Un mouvement migratoire par besoin, par loisir, par opportunisme. Bon, ça, il faut le prendre en considération. L'engagement citoyen obligatoire, éventuellement. Bon, obligatoire, c'est peut-être pas un bon mot. Dans les climats et l'homme, on peut aussi considérer les mouvements planétaires. C'est naturel. Bon. Le troisième point, c'est le changement climatique. Bon, il y a les cycles naturels, donc les mouvements planétaires, encore une fois. L'accélération par l'homme. Comment construire une Europe du climat? Bon, on avait parlé d'une commission climat qui existe, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la rendre participative pour les citoyens? Pardon. Mutualisation des outils. Tous les pays ont des outils différents. Pourquoi pas les mutualiser? Ce serait bien. Le partage des expériences aussi, parce qu'on a tous notre expérience, donc pourquoi pas le mettre en commun? Je pense que c'est peut-être c'est personnel, c'est une opinion. Je pense que ça manque un petit peu des liens entre tout le monde. Et puis une question ouverte, le rôle de l'Europe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour devenir le moteur de la politique, d'une politique du climat mondial? Est-ce qu'il faut mettre une police du climat? Est-ce qu'il faut, voilà, le mot police, c'est peut-être pas le mot non plus, mais voilà, mettre un groupe qui lead ça. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et on va finir sur budget européen. Donc bonjour, je m'appelle Antoine et je viens du Rhône. Alors nous, on s'est posé les 5 points, on s'est posé sur 3 questions. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment financer l'Europe de demain. Et le premier point, c'est les ressources propres. Le but, c'est que l'Union européenne ait des ressources propres importantes, des ressources propres qui sont solides.
Et sur les choses qu'on a réfléchi, on aurait passé par exemple à la taxe fret, par exemple au visa européen qui pourrait mettre en place. Et on a pensé par exemple aussi, même si c'est existant déjà, c'est de mettre différents taux de TVA, mais de l'ajuster suivant aussi les différents taux de TVA des différents pays. On peut aussi penser à la taxe de transaction financière, qui est aussi existante à l'état actuel, mais qui est finalement appliquée que par certains pays et pas par tous les pays. Ce qui peut aussi poser des problèmes. Et finalement, quelque part, on revient aussi sur le point, c'est la dotation des États. Il faut savoir qu'actuellement, la dotation des États, c'est majoritaire. Et le but à l'avenir, en tout cas dans un budget d'avenir, ce serait que les dotations de l'État soient minoritaires et que les ressources propres soient majoritaires. Sachant qu'en plus, ces dotations de l'État, enfin des pays, pardon, sont différentes suivant les pays, et qu'en plus, il y a des dérogations, et aussi, pour avoir le cas aussi, on se retrouve avec le Brexit, ou d'un pays qui part. Donc c'est quelque chose qui est compliqué, et c'est pour ça que les ressources propres, il faut y réfléchir sur des nouvelles ressources propres, et sur celles qui sont existantes, où là, on pourrait par exemple apporter des modifications. La deuxième question, finalement, ce serait comment fixer le budget. Et la question, par exemple, qui pourrait se poser, c'est de faire un plan de loi de finances, un peu basé sur la loi de finances qu'on aurait en France, par exemple, où on pourrait fixer le budget, et ce serait proposé par la Commission au Parlement, ce qui, quelque part, donnerait une certaine légitimité démocratique, sachant que, par exemple, si le PLF serait refusé par le Parlement, il retournerait en Commission européenne, qui se remettrait dessus, et qui le reproposerait au Parlement. Et la dernière question, finalement, c'est comment sensibiliser au niveau du budget, mais comment sensibiliser au niveau du budget vis-à-vis des citoyens européens. Il faut savoir que les citoyens européens ne savent pas réellement comment ça marche. Et le but, justement, et les deux points qui sont évoqués, ce serait de faire un volet médiatique obligatoire sur ce sujet-là, de faire une espèce d'ARCOM européen, où finalement on aurait un quota sur les politiques européennes qui serait imposé, et par exemple la question du budget, ce qui permettrait d'avoir une vue pour les citoyens européens. Et aussi au niveau du budget, ce qu'il faudrait rendre disponible aux citoyens européens, c'est avoir des documents qui permettent d'expliquer cela. Et comme par exemple, on pourrait penser à le doc de budget de l'État avec la fiche d'imposition. En fait, ces deux points sont importants parce qu'il faut savoir que le budget, c'est important pour le citoyen européen, c'est important aussi pour savoir pour lui comment c'est réparti suivant les pays, et sachant que c'est aussi de l'argent qui est reversé suivant les pays. Donc c'est pour ça que je voudrais finir sur ce point-là. Le citoyen est quelque part acteur aussi de ce budget à sa manière, et ce serait important que ce budget-là soit compris pour le citoyen dans sa mise en œuvre, aussi dans sa mise en œuvre future et sur les améliorations qui pourraient être apportées. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos interventions qui étaient vraiment riches, et je sais que c'est très frustrant de limiter 1 heure de discussion en 3 minutes, parfois un peu plus, et heureusement parfois un peu moins. On va tout de suite passer à la suite. Alexandra, je vais te laisser la parole parce que je sais que c'est aussi toi qui as le timing le plus serré, et puis réagir à déjà ce certain nombre de points, et je t'en prie. Alors déjà, moi, je vais vous transmettre une information qui va certainement vous étonner, mais clairement, on est au modem. Là, je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu retrouver dans chacune de vos présentations. Déjà, cette approche, toutes les problématiques, vous les avez approchées en prenant en compte les défis qui se posent à nous, mais aussi les opportunités et les perspectives. Sur ces opportunités et ces perspectives, à chaque fois, vous avez veillé à respecter un certain triumvirat. C'est-à-dire, à chaque fois, on a bien mis en perspective le rôle, le devoir de l'État et des institutions, celui du peuple, des citoyens, du consommateur, en insistant à chaque fois sur l'importance aussi de la transparence et de la communication. Et enfin, également prendre en compte les forces tiers. Les forces tiers, ça peut être les États tiers, États ennemis, ça peut être le secteur privé, ça peut être d'autres pays et d'autres considérations qui sont
à prendre en compte. On a aussi un équilibre extrêmement précis du rôle, de la responsabilité et de l'apport mutuel de l'Union européenne et de la France. Tout le monde a parlé de la France. Tout le monde a pris notre perspective française. Personne n'a opposé Europe et France, mais à chaque fois, nous sommes sur deux entités qui se renforcent, qui partagent, l'un fixant un cap, l'autre appliquant et vice-versa. Enfin, un point qui était commun à chacun d'entre vous, l'humanisme. L'humain au cœur, on l'a toujours retrouvé dans chacune de vos interventions. On était vraiment sur un nous inclusif. À aucun moment vous avez vu l'autre comme l'ennemi, ou dans un cas très, très particulier. Mais à chaque fois, nous avons ce souci de l'humain, cette approche de solidarité, de sincérité. Enfin, vous avez veillé aussi, chacun, à bien redéfinir de quoi nous parlions. Aucune solution ne peut être trouvée si on ne redéfinit pas ce qu'est la démocratie, ce qu'est l'Europe sociale, ce qu'est le climat, ce qu'est le modèle économique que nous voulons. Et cette réflexion, vous l'avez tous eue avant de faire des propositions. Cette proposition était parfois audacieuse. On n'a pas hésité dans certains groupes à aller sur des approches qui étaient coercitives, mais toujours en veillant coercitif, mais un équilibre entre État, peuple et forces tiers. Enfin, l'environnement, le développement durable. Tous, vous l'avez pris en compte. C'est un sujet qu'on voit souvent pris comme secondaire dans certaines opinions, enquêtes d'opinion. Là, non. Là, on était vraiment sur du mainstream complet. C'est-à-dire que le climat n'est pas une priorité puisque le climat est intégré à chacune de nos réflexions. La durabilité, ça va de soi, elle doit être prise en compte. Enfin, sur un dernier point, sur la démocratie, la politique, on a fait de la politique ce matin. On a veillé à avoir des solutions qui étaient à chaque fois démocratiques, qui étaient faisables et qui étaient aussi très, très concrètes. J'ai juste un tout petit regret, parce que là, je vous encense tous depuis tout à l'heure, et je pense que Marie-Jeanne va pouvoir revenir là-dessus. L'approche territoriale a été peu prise en compte. Pour certains, vous en avez parlé un peu sur le numérique, pas assez, sur la sécurité un peu, et c'est vrai que ça c'est quelque chose, alors on vient de nombreuses régions, et on a aussi peut-être des considérations territoriales à avoir différentes les uns aux autres. Donc ça, je pense que c'est le seul point, mais je serais très intéressée d'entendre le regard de Marie-Jeanne sur les travaux, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour le résultat de ces réflexions qui étaient riches et stimulantes. Voilà. J'en profite pour vous donner la parole et vous présenter. Donc, Marie-Jeanne Béguet, je suis déléguée du département de l'Ain depuis très, très, très longtemps, au MODEM depuis qu'il existe, et avant, déjà, dans les groupes du centre. Donc, je suis maire honoraire de ma commune. J'ai été pendant 25 ans maire, conseillère régionale, et j'ai été vice-présidente des maires ruraux de France. Voilà. Donc, j'ai une petite expérience et je vais partager avec vous certaines réflexions que je me suis faites en vous écoutant. Alors, tout d'abord, une chose qui a été juste évoquée une fois, et je pense qui est extrêmement importante pour que ça fonctionne, c'est le principe de subsidiarité. Effectivement, le principe de subsidiarité, il arrive, je dirais, ou il conduit quelque part à une complémentarité, à la fois peut-être des décisions et puis de l'exécution. Et aujourd'hui, je pense que c'est fondamental si on veut mener des politiques qui changent les choses, parce qu'on en est là aujourd'hui, hein, avec les événements actuels, il faut des politiques fortes qui vont changer les choses. Et pour que ces politiques puissent être exécutées, je dirais presque dans quelques domaines que ce soit,
c'est vrai qu'il faut la décision européenne souvent, que à cette décision européenne adhère la France, qui souvent a été quand même un peu le maître du jeu pour arriver à la décision européenne, et puis au niveau régional, je dirais départemental, puis au niveau local. Et le niveau local est extrêmement important quand on pense aux politiques qui vont être mises en place, notamment, je pense par exemple aux déchets, au transport. Le niveau local joue un rôle absolument fondamental. Il a une autre vertu, ce principe de subsidiarité, c'est qu'il va permettre des initiatives à plusieurs niveaux. Et si je descends au niveau local, il y a souvent, dans les domaines auxquels les citoyens sont confrontés, des initiatives importantes, intéressantes, et qui méritent souvent d'être partagées, qui vont apporter des solutions. Donc je pense qu'il y a tout un travail, et ceci à différents niveaux. Ce qu'on fait dans une région, dans un domaine, peut être un modèle ou une solution plutôt qui puisse être apporter un problème, et c'est intéressant de le faire connaître. Et ça, souvent, ça se fait mal ou ça se fait très peu. En tout cas, je pense qu'on peut beaucoup progresser comme cela. Le niveau local, c'est aussi un niveau extrêmement important parce que c'est là où on est au bout de la chaîne et on va s'adapter. Alors, j'ai bien aimé l'exemple des prises, je sais plus, des prises électriques, je ne sais lesquelles, effectivement, où on se heurte quelquefois à des choses de ce type-là, ces réglementations. Mais je crois qu'il faut deux choses. Déjà, il faut, j'appellerais ça le génie local, l'idée. On peut tout à fait contourner et trouver une solution tout en respectant la réglementation. Et d'autre part, quand même, de celui qui a l'autorité, un effort à la fois de compréhension, mais aussi de comprendre qu'on puisse s'adapter. Voilà. Voilà pour ce que je dirais très rapidement de la subsidiarité. Un autre point, là c'est un exemple particulier, mais qui a beaucoup de sens et puis qui peut être aussi un vrai problème, c'est la question liée à l'urbanisme. Là, ça a été abordé dans la question du climat. Aujourd'hui, on sait tous les problématiques qui résultent du climat. La question, par exemple, de l'érosion des littoraux. Et puis d'autres questions concernant l'exploitation des terres agricoles, etc. En face de ça, vous avez par exemple des textes législatifs en termes d'urbanisation qui vont s'imposer. Et je reprendrai l'exemple qui a été donné dans notre groupe de la nécessité de laisser le littoral libre, parce qu'il est même devenu, on va dire, dangereux, et que les habitations reculent. Mais dans le même temps, qu'est-ce qui est dit dans la loi? Eh bien qu'on ne peut pas construire sur des surfaces qui n'ont pas été déjà urbanisées. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire qu'en France, on revoie l'ensemble des motifs qui nous conduisent à urbaniser d'une façon ou d'une autre. Alors, évidemment, c'est très, très compliqué. Mais là, on a, je pense, à repartir sur une copie blanche, avec les nouveaux critères et tout ce qui s'impose à nous et qui nécessite, avec les connaissances d'aujourd'hui, eh bien, d'appliquer certaines règles, effectivement. Voilà, je pense que là, c'est un gros, gros chantier. Ensuite, parce qu'il a à la fois des répercussions dans l'aménagement européen, parce qu'il faut bien dire qu'il faut bien avoir une vision de ce qui va se passer au niveau européen, et puis au niveau de la France et de ses visions, et puis au niveau local. Ensuite, un autre point, ça va peut-être vous paraître bizarre que je dise ça, mais
parce qu'on croit que c'est tout fait, tout bien fait et tout acquis. Eh bien, pour avoir du numérique chez soi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant, pratiquement partout, la fibre optique. Est-ce que la fibre optique est partout en France? Non. Alors c'est vrai que l'Europe a beaucoup fait pour la structuration. Mais aujourd'hui, il y a encore des zones, même dans des communes, par exemple, ma commune, de 2000 habitants, elle est près de Lyon. Alors, ce n'est pas un désert. Hein? Eh bien, il y a 2 hameaux qui n'ont pas, et qui aujourd'hui ne peuvent pas prendre normalement, aller sur le net normalement. Donc, c'est une vraie question, ça. Donc, il faut absolument que nos équipements permettent l'accès à l'ordinaire, à ce qui est l'ordinaire aujourd'hui de citoyens français, avec les répercussions que ça a dans tous les domaines. Voilà. Et lié à cette question-là, donc j'ai parlé de l'accès à ces technologies, une autre chose, je pense qu'il y a aussi une chose dont l'Europe pourrait s'emparer, et vraiment s'emparer, parce que c'est important, c'est l'éducation à l'image. L'éducation à l'image, elle est presque absente de nos programmes, en France. Ailleurs, je ne saurais pas dire, mais en France. Et là, il y a un travail important, parce que l'éducation à l'image, d'une part, elle permettra à chaque enfant et puis ensuite adulte de prendre ses décisions en toute indépendance, en connaissance de cause. Et puis, cette éducation à l'image, aujourd'hui, elle est nécessaire parce que pour certains, c'est presque leur seul langage de communication. Donc, il y a un chantier aussi qui est important. Et puis, je rajouterai juste un dernier point, je suis peut-être trop longue, il faut peut-être que j'arrête, c'est que si on veut que la démocratie soit une réalité en Europe, et Dieu sait s'il y a des menaces, hein. Moi, il faut bien parler des sujets, j'allais dire qui fâchent, mais des sujets difficiles. Hein. Moi, j'ai une commune qui a un niveau de vie élevé. On est au-delà du revenu national, enfin, du revenu moyen des Français. Eh bien, j'ai un vote Rassemblement national très élevé. Donc, tout ça nous questionne. Tout ça nous questionne. Donc, puis je pense à Carmen, avec ce qui se passe en Roumanie, ce qui peut se passer dans d'autres pays. Donc, la démocratie, c'est une chose vraiment très, très, très fragile. Il ne faut pas penser que ce soit acquis. Puis je vais rajouter, alors ça c'est la dernière chose, parce que je crois que ça fait 3 fois que je dis que c'est la dernière chose. Bien. Je voulais simplement souligner combien les communes, c'est-à-dire au niveau le plus simple, et je rejoins ce que je disais au début, ont été efficaces au moment de la crise du Covid. Au niveau de la crise du Covid, effectivement, heureusement qu'il y a eu toutes les grandes décisions qui ont été prises au niveau de l'Europe et dessous. Mais les vaccinations, elles auraient été sûrement plus compliquées si chaque commune ne s'était pas occupée de ses citoyens. Et je crois que c'est extrêmement important. Si toutes les précautions qui très vite nous ont été demandées de prendre n'avaient pas été prises avec soin par chacun des maires dans les communes, c'est des petites actions qui peuvent paraître rien du tout, mais qui ont certainement beaucoup compté dans la lutte. Hein. C'est-à-dire, c'est très concret ce que je vous dis. Hein. C'est le week-end le premier week-end, aller dans toutes les écoles, tout redessiner, tout réorganiser, la cantine, l'entrée, la sortie des écoles, toutes ces choses-là. Et ces choses, il fallait qu'elles soient bien faites pour que ça fonctionne. Et puis ça a eu aussi une vertu de modèle. Parce que si la collectivité s'en emparait, le faisait bien dans ses locaux, ça voulait dire que chez soi et ailleurs,
on devait le faire aussi. Et je pense que c'est vraiment très important ça. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, très vite dans les communes, même loin, Lyon c'est quand même loin de l'Ukraine, eh bien, il y a des solidarités qui sont organisées, et je connais beaucoup de communes qui ont reçu des familles. Il ne s'agit pas de créer un camp de réfugiés, ce n'était pas ça le but. C'était de recevoir, à la mesure de la population, 1, 2, 3, 4 familles, d'organiser ça, et puis de leur permettre d'être là, de rester tant qu'elles voulaient, parce que c'est uniquement ça la question. Voilà. Merci j'ai répondu. beaucoup, Marie-Jeanne. Merci. Et d'où l'importance, je pense, de ne jamais détacher la réflexion européenne des territoires, parce qu'on peut prendre des décisions au niveau européen, mais c'est les territoires qui vont les mettre en œuvre. Édouard, je t'en prie. Merci beaucoup. Bon, on a un petit peu moins de temps que prévu, mais c'est pas grave du tout. Non, parce que là, je suis déjà en train de manger sur votre déjeuner. D'abord, merci. Merci infiniment. Je pense que Alexandra l'a dit, on est au MoDem, on est dans un mouvement politique, on n'est donc pas tout à fait en terrain hostile quand il s'agit d'Europe. Mais vous apportez aussi, même quand elle est vacillante sur la connaissance, parce qu'évidemment on ne connaît pas tout sur les questions européennes, vous apportez toujours un angle et un engagement qui permet en fait de voir l'Europe avec un petit peu plus d'optimisme. Parce que moi qui vis à Bruxelles et qui ai le nez sur les politiques européennes, je dois avouer qu'il y a des jours où je cherche les raisons d'espérer. Surtout avec le Parlement qui est issu des urnes du 9 juin dernier. Notre champ politique, je ne parle pas de famille, là, notre champ politique va souffrir. Ce qui ressort de façon très nette, et c'est, je pense, le plus intéressant à souligner de vos nombreuses interventions, c'est que nous sommes arrivés exactement à la fin d'un modèle. Pas à la fin de l'Europe, pas à la fin du modèle européen, mais à la fin d'un modèle. Le modèle que nous avons développé en deuxième phase. Vous savez, je suis historien, donc évidemment, je ne peux pas m'empêcher de voir des phases. Clairement, il y a une première phase qui s'est interrompue entre 89 et 92, où le projet de paix et prospérité partagée a été accompli. On avait un grand marché, une monnaie unique, l'Union soviétique venait de s'effondrer, on avait le traité de Maastricht, on commençait à s'occuper enfin de développement durable et de changement climatique à Rio, et donc avec les politiques européennes, on inscrivait ça dans le traité de Maastricht. Bref, c'était une première grande phase, on ouvrait. Et puis cette grande phase de 92 jusqu'aux grandes crises qu'on a pris sur la figure entre 2010 et 2025, et c'est pas tout à fait fini, a marqué en fait le test, le litmus de ce modèle européen. Est-ce que nos institutions étaient prêtes? Est-ce que notre élargissement était fait dans le bon esprit? Est-ce que les politiques que nous développions étaient les bonnes? Est-ce que notre résilience à la remise en cause de la démocratie, qui est en grosso modo ce qui se passe avec les mouvements populistes depuis 2010, et sur laquelle un certain nombre d'entre nous ont alerté avec pas beaucoup de succès, pour être tout à fait franc, est-ce que tout cela résiste? Est-ce que le modèle économique que nous avons développé ces 20 dernières années est adapté au modèle, aux nouvelles donnes? Eh bien, ça fonctionnait probablement très très bien en 2004-2007, ça fonctionnait même un peu près correctement malgré les politiques stupides d'austérité des années 2008-2015. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, ce modèle doit être réinventé. Et c'est à la fois extrêmement angoissant, parce qu'il faut en avoir les moyens, il faut avoir l'idée, la représentation qu'on s'en fait, et extrêmement stimulant, parce qu'évidemment, la page n'est pas blanche, mais elle la nécessite un nouveau chapitre. Donc on est arrivé aux limites, c'est assez clair, sur les questions de défense. Nous sommes sommés par nos anciens alliés, qui ne sont plus des alliés visiblement, mais aussi par le monde, par Vladimir Poutine, par la Chine, par la Turquie, par l'intégralité du champ mondial, nous sommes sommés de nous penser en autonome. Nous ne sommes plus gentiment abrités des battements du monde. Nous devons prendre acte et grandir en responsabilité. Notre modèle industriel et notre modèle de production ne peut plus s'affranchir d'une politique industrielle. Pendant des années, pendant des décennies, la politique industrielle européenne, c'était la concurrence, c'est-à-dire empêcher justement l'émergence de géants
et y compris au niveau numérique, et le commerce, c'est-à-dire augmenter le bien-être et l'économie des Européens par deux choses. Un, s'assurer que les consommateurs aient toujours le meilleur deal, et deux, s'assurer que nous ayons les meilleurs produits du monde à des prix très faibles. C'était ça, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas faire de politique industrielle qui favorise l'industrie allemande, l'industrie française ou l'industrie italienne, je prends les trois plus grosses, ou l'industrie britannique, même s'il n'y en avait quasiment plus. On ne pouvait pas faire ça. Donc on mettait l'accent, l'intérêt général européen, c'était celui des citoyens. Et celui des citoyens, c'était aussi d'abord celui des consommateurs. Tout cela est très très logique, mais ça ne fonctionne plus. On ne peut plus faire ça. On le voit bien. Je veux dire, la raison pour laquelle nous n'avons pas de géant du numérique, c'est pas uniquement parce qu'on fait des politiques 27, c'est vrai qu'il y a un problème de marché intégré, mais c'est aussi parce que nous avons mis l'accent sur la protection des données, nous avons mis l'accent sur la protection de nos individualités. Et s'il n'y a pas de marché des données, il n'y a pas de GAFAM. Les GAFAM, elles prospèrent sur quoi? Elles prospèrent sur les données qu'on leur donne. Gratuitement. C'est de l'exploitation de la ressource, comme quand vous allez faire une mine sauvage quelque part au Congo. C'est exactement la même chose. Sauf que là, on l'a fait en plus volontairement. Mais à partir du moment où on protège nos données, parce qu'on protège les citoyens européens, parce que c'est l'objectif majeur des institutions et des politiques européennes, il ne peut pas y avoir d'industrie du numérique qui fonctionne sur les mêmes principes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'industrie du numérique européenne, mais elle ne peut pas fonctionner sur les mêmes principes que ceux que les Américains ou les Chinois, qui ne s'embarrassent pas non plus de questions de privacy, fonctionnent. C'est la première chose. Et notre modèle économique est aussi obsolète. C'est un modèle néo-mercantiliste. Alors, c'est un mot un peu savant pour dire grosso modo qu'on va garder tout pour nous et récupérer le maximum d'argent des voisins. C'était le modèle colbertiste de la France du XVIIe. C'est le modèle aussi de la piraterie, des corsaires, où vous captez les flux au lieu de produire. Tout ça, ça doit être repensé. Et aujourd'hui, ça doit être repensé autour d'une puissance publique européenne. Et une puissance publique européenne, ça ne s'invente pas comme ça. C'est aussi, donc, le troisième point sur la question d'institutions. Merci beaucoup d'avoir remis la notion de subsidiarité dans le débat. Parce que le problème que nous avons avec la subsidiarité, c'est qu'aujourd'hui, c'est le cache-sexe de la souveraineté nationale. Or, la subsidiarité, c'est aussi l'infranational. Ce n'est pas uniquement le fait de défendre son petit précaré parisien, luxembourgeois, berlinois ou ljubljanais. C'est le fait d'avoir justement une pensée du pouvoir et de la répartition du pouvoir depuis le territoire jusqu'à l'européen et parfois même jusqu'au mondial. Et en retour, et on a un problème aussi avec les institutions. Les institutions ont tendance à produire de la norme absolue. On a privilégié énormément les règlements ces dernières années. Pourquoi ? Parce que ça s'applique directement et qu'il n'y a pas le délai de transposition. Et aussi parce que les États membres ne peuvent pas moyenner, essayer de contourner les trucs qui ne leur plaisent pas. C'est vrai, c'est une bonne idée le règlement, mais ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de... Autorité, ce n'est pas le bon mot, mais une sorte de coercition sur toute la chaîne de commandement à partir de Bruxelles qui fabrique aussi des résistances et qui n'est pas nécessairement bonne pour la question européenne, pour l'Europe et bonne pour les territoires. Ce qui nous amène en fait à un deuxième point. J'en ai trois et je vois bien. Le deuxième point, c'est qu'on a une difficulté à agir et à penser l'Europe. Et elle est remarquablement illustrée aussi avec la bonne volonté dont vous avez fait preuve. D'abord parce qu'il y a un déficit d'information générale sur les questions européennes. On ne peut pas tout savoir, c'est normal. Même moi qui suis censé l'enseigner, il y a des trucs que je suis obligé d'aller vérifier avant de faire mes cours. Mais c'est normal. C'est indispensable, c'est vaste. Cependant, on continue de penser, a fortiori dans ce pays, j'y reviens, on continue de penser l'Europe comme une affaire étrangère. Ça n'est pas une affaire étrangère. Ça ne doit pas être dans les pages affaires étrangères ou internationales des journaux, ça doit être partout. L'Europe, c'est transversal. C'est effectivement, quand on parle de numérique ou d'alimentation, on n'est pas sur des affaires étrangères, on est sur des affaires qui se passent dans la maison, au niveau de la connexion Internet ou de la table. Or, l'Europe continue d'être projetée comme quelque chose d'étranger. Et comme c'est quelque chose d'étranger, évidemment, ce n'est pas quelque chose de familier. Et comme ce n'est pas quelque chose de familier, eh bien, c'est quelque chose dont on se méfie en temps de crise. Tout cela est très logique. On a besoin d'une familiarisation très forte, mais pas simplement au niveau de l'école, partout. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce qu'en plus, nous sommes français.
Alors, on n'est pas tous des Astérix, bien sûr, mais comme nous sommes français, nous avons tendance à faire une chose, parce que cette information générale, elle est déficitaire dans toute l'Europe, hein, ça, c'est pas spécifique à la France. Ce qui est spécifique à la France, en tout cas plus marqué en France que dans d'autres pays, même si ça s'y retrouve, c'est que pour nous, l'Europe, c'est une France en grand. C'est normal, c'est à ça qu'on est habitué. Mais une France en grand, ça ne fonctionne pas, les Suédois ne sont pas d'accord, hein, les Slovènes pas du tout, et les Allemands encore moins. Donc ça veut dire quoi, penser l'Europe? Ça veut dire en fait que, et c'est les 3 axes de réflexion que je voudrais vous livrer, et qui reprennent en fait très exactement la trilogie d'Alex. Merci infiniment d'avoir donné du sens à ce que j'avais juste griffonné comme ça. Le premier, c'est le rôle des institutions. Il y a un travail à faire au niveau des institutions. Vous avez, nous avons des représentants à Bruxelles. Que ce soit des représentants qui sont élus directement au Parlement européen ou que ce soit des gens avec lesquels nous sommes en contact par les administrations, la représentation permanente, ou bien tout simplement parce que nous connaissons des gens où nous avons des représentants d'intérêt public, d'intérêt privé, et même à l'intérieur des institutions. Il y a un rôle des institutions absolument crucial pour justement s'adapter à cette crise existentielle et à sortir de notre confort. Le premier, c'est sortir des silos. Nous avons, y compris à Bruxelles, une pensée en silo extrêmement étanche. C'est un énorme problème. En gros, vous avez des grands experts de la défense, des grands experts de la démocratie, des grands experts du climat ou de l'énergie, qui sont extraordinairement pertinents sur leur sujet et qui ne se parlent pas les uns les autres. Et donc, on a un problème et on a un déficit ici. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle la path dependency en management, c'est-à-dire le fait qu'on a toujours fait comme ça, on ne va pas faire autrement. Non, là, il va falloir faire autrement. Il va falloir penser. Déjà, quoi qu'on pense du monsieur, Thierry Breton a fait sauter quelques verrous au niveau de la politique de concurrence. Pas toujours dans le bon sens, mais pas toujours dans le mauvais non plus. Il y a eu un travail justement de repenser nos catégories mentales et politiques. Le deuxième point, et ça c'est crucial, puisque ce sont eux qui ont la main sur le budget, ce sont eux qui ont la main sur le processus législatif, ce sont eux qui ont la main sur la défense, sur la politique étrangère, il y a le rôle des États. Il est absolument stérile d'opposer, comme le font certains fédéralistes, les États à l'Europe. C'est stérile, ça ne fonctionne pas, c'est toujours les États qui vont gagner à la fin de toute façon. Donc, il ne faut pas faire ça. Mais il est aussi totalement idiot de le faire comme le font un certain nombre de souverainistes autoproclamés et un peu lâches, de dire que la source de nos problèmes, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la somme, c'est l'intégration, pour les mathématiciens, vous voyez la différence, c'est l'intégrale des États. S'il n'y a pas d'État pour vouloir l'Europe, il n'y a pas d'Europe. Il n'y a pas d'Europe si les États ne décident pas de mettre en commun leur souveraineté, d'accepter de faire des politiques communes et de respecter ces politiques communes et de les appliquer, et il n'y a pas d'Europe. Donc il y a un énorme travail à faire. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi au moment des élections nationales. Au moment des élections nationales, alors en 2017, c'était une grande nouveauté. Bon, depuis, c'est un petit peu retombé, mais quand on élit un président ou une assemblée, on élit aussi nos représentants à Bruxelles, au Conseil européen. Dans la représentation permanente, les consignes qui sont données, elles viennent du ministère. Parfois, on a des ministres qui découvrent ce qui se passe à Bruxelles. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc on a un énorme travail aussi de conscientisation politique, là dans lequel les forces politiques constituées et pro-européennes, que sont le MoDem, mais heureusement il n'est pas tout seul, ont leur travail dans le fait même d'avoir une classe politique française qui ne pense pas uniquement en termes hexagonaux. Et le dernier, et c'est là où rentrent en jeu non seulement les forces politiques, mais aussi le travail de citoyens. Nous sommes tous des citoyens engagés dans la cité, quel que soit notre niveau d'implication institutionnelle. Nous sommes, pour certains, pour beaucoup, des parents d'élèves, mais aussi des gens intégrés dans les réseaux. Eh bien, en fait, il y a un travail d'éducation européenne à faire, en général, fondamental. Pas uniquement quelques heures de cours en histoire géo ou en AG, GSP au lycée. Non, partout, tout le temps. La question européenne, c'est un état d'esprit. L'Europe, ce n'est pas quelque chose qui doit être réservé aux gens qui savent. Ce n'est pas un truc de technocrate ou de bureaucrate. Ce n'est pas un truc de doux rêveur hugolien. Non, l'Europe, c'est notre objet à nous, à tous. Et s'il n'y a pas cet engagement sur l'esprit européen, j'insiste sur l'esprit européen, c'est normal, c'est l'hommage à mon vieux maître décédé, Guérémec, mais il y a un besoin, et c'est aujourd'hui l'essentiel, le déficit d'esprit européen est la cause de nos ennuis. Pas l'Europe, le déficit d'esprit européen, c'est ça le truc. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a préparé ce débat, on avait ce titre un peu global qui est « Notre Europe entre guerre et paix ».
eh bien, il va falloir qu'on arrive à penser en continent, et non pas en 27 petites économies ouvertes en concurrence les unes contre les autres, ou en 27 petits intérêts nationaux vaguement solidaires à cause du marché, ou en 27 grandes nations souveraines et jalouses de leur souveraineté. Il va falloir qu'on apprenne à penser européen, et en montrant que penser européen n'est pas l'antithèse du penser national ou du penser local. Merci beaucoup, Édouard. C'est un peu frustrant parce qu'il y avait une série d'échanges qui étaient prévus, mais je pense qu'on a tous faim et que vous avez déjà beaucoup à réfléchir. Alors, ce qu'on peut vous proposer, c'est qu'avec Édouard et avec l'Institut des démocrates européens, on va mettre en place un questionnaire sur les échanges sur la base des échanges qui ont été faits aujourd'hui et qui sera diffusé sur la newsletter du Modem et dont j'espère que vous aurez l'information. Donc on se retrouve lors aussi de prochaines capsules pour discuter de ces sujets, pour tirer un bilan et à la fin de l'année, normalement, tous ces échanges auront donné lieu aussi à un travail dont la forme sera définie plus tard. Donc merci encore pour votre participation. Tous les échanges ont été vraiment très riches et je ne peux pas m'empêcher d'exprimer une certaine fierté, encore une fois, de faire partie de ce mouvement quand j'entends ces échanges. Et puis, bon appétit.